Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Vous savez à quel point j'aime vous partager des parcours de résilience et de transformation. Je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience, je suis thérapeute, également auteure et conférencière et ma passion c'est de vous emmener avec moi dans un voyage profond de transformation. Donc aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Anna qui est avec nous. Bonjour Anna. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Merci. Alors je suis Anna. Je suis sexothérapeute. J'accompagne des personnes justement dans ce chemin de résilience après un trauma et différents traumas, mais en particulier les traumas après une agression sexuelle ou un viol. Alors si ton site s'appelle Résilience Thérapie, je suppose que le mot résilience est un mot qui résonne pour toi. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi? Enfin, ta définition de la résilience, Anna. Alors ma définition de la résilience, alors il y a l'idée de la résilience où naturellement on a les capacités en nous de rebondir après un événement ou de pouvoir se reconstruire en tout cas. Mais la résilience, j'aurais dit que c'est un long chemin. C'est l'idée d'avoir cette possibilité aujourd'hui de me dire que ce que j'ai vécu c'était sur mesure pour moi, pour arriver à qui je suis aujourd'hui. Ça a été difficile, ça a été un parcours du combattant. Est-ce que tu es d'accord, Anna, nous en parler un peu plus de ton parcours de résilience? Qu'est-ce que tu as surmonté comme épreuve? À l'âge de 14 ans et demi, j'ai perdu ma maman. J'étais dans le déni complètement, je vivotais. J'étais dans une survie en fait. Comment ça se manifestait exactement, ce mode survie? Déjà, je me disais qu'elle allait revenir. En fait, j'avais vu les gens qui ont pleuré, j'avais vu le corps dans la boîte. J'ai pas été jusqu'au bout de l'enterrement, mais j'ai vu une partie des choses, mais je ne l'ai pas vue quelques mois avant qu'elle parte, je ne l'ai pas vue, elle était à l'hôpital, on n'était pas allé la voir. J'avais l'impression de subir les événements. Enfin, je regardais la scène, je me disais, est-ce que c'est réel? Et c'est vrai que peut-être que j'avais déjà de la fragilité quelque part, en tout cas peut-être une solitude, donc je fais partie d'une famille nombreuse. Mon papa, il nous a élevés seul. Et du coup, on a eu un couple qui s'est énormément rapproché pour nous aider. Du coup, ce couple nous a beaucoup soutenus. Un couple de ta famille, c'est ça? De ma communauté. Ah, de ta communauté. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de famille. J'ai grandi dans une communauté juive orthodoxe. Je suis aussi pratiquante. Et là, cette communauté était très soutenante. Lors du départ de ta maman, ça t'a beaucoup aidé d'avoir Alors, ils étaient très soutien. soutenants, exactement, très soutenants. J'ai beaucoup de reconnaissance envers ma communauté. Après cette épreuve-là, où j'ai perdu ma maman, comme j'ai été très seule et qu'il y a eu un couple qui s'est beaucoup rapproché de moi, j'ai été en confiance avec un homme qui a été très très proche de nous. Et je le précise qu'on n'avait pas de famille. C'était un couple qui nous a beaucoup accompagnés, aidés, soutenus. Et donc il y a eu cette installation de tonton-tata. On les appelait comme ça. Faisait partie, oui. Voilà. Ta famille. Donc c'était ma famille. En fait, c'était devenu ma famille. Tu leur faisais confiance, d'accord. Complètement. Au fur et à mesure du temps, on a partagé des moments. J'allais chez eux, je gardais leurs enfants. Vers 15 ans et demi, on discutait un petit peu avec sa femme, son épouse qui me disait viens à la maison dormir, viens habiter à la maison un petit peu parce qu'elle savait que c'était un peu difficile. J'étais l'aînée, c'était difficile le contexte familial. Oui, bien sûr. Je me suis installée chez ces gens-là et cet homme a profité de ma fragilité, de mon innocence, on va dire aussi au niveau pourquoi tu as parlé de la communauté. Oui. Et justement, quand tu grandis dans une certaine communauté, pas forcément juive orthodoxe, mais souvent le côté communautaire ou peut-être culturel, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être un peu des deux. Mais j'ai grandi en plus dans une société complètement taboue, où on n'avait pas d'éducation sexuelle. Oui, c'est pareil dans certaines communautés asiatiques par exemple. Donc ça joue énormément parce que tu n'as pas idée, même à mon âge où j'avais presque 16 ans au moment des faits. Tu étais dans une situation de vulnérabilité. Exactement. Donc j'entends que cet homme, que tu as appelé tonton, il a profité de toi, c'est ça? Voilà, il m'a agressé sexuellement. Donc ça a été répété parce que j'ai habité chez eux. C'était des violences sexuelles, c'est ça? C'était pas un viol, mais ça a été des violences sexuelles. C'était pas dans un contexte menaçant, mais un contexte de chantage. Il trouvait des techniques pour ou dans la voiture quand il m'a ramené une fois chez mon père, ou dans le train quand tu sais on était tous très serrés dans les trains. Il me disait attends je t'amène à l'école et il profitait de me caresser, pour te toucher, de se masturber sur moi. Et donc tout ça, comment t'as fait? Est-ce que t'as pu en parler ou t'as tout gardé pour toi? Non, j'ai pas pu. Quand tu grandis dans un milieu où on ne te parle pas de sexualité, d'éducation sexuelle, de ton corps,
En fait, c'est presque tout dans le mental, la spiritualité, mais on Oui. parle pas du corps spécialement. Oui, donc c'est quelque chose Tu qui vois. était presque Donc étranger même pour moi, toi. je m'étais pas découvert, je me connaissais pas en vrai, en fait. D'accord. Tu vois. Est-ce que tu comprenais ce qui t'arrivait, que Non. c'était pas normal ou est-ce Oui, que alors c'était... je sentais que c'était pas normal, mais j'avais honte de le dire à mon père. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. J'ai pris 3-4 ans pour lui parler. La situation a duré un certain temps et tu as tout gardé pour toi pendant Oui. plusieurs années, c'est ça? Oui. Enfin, je réalisais pas. Enfin, j'ai réalisé, ça veut dire sans réaliser. Ça veut dire que j'avais pas à mettre des mots sur les D'accord. choses. Je sais que j'avais envie de mourir souvent. J'avais envie de mourir, je mangeais pas. J'ai eu un ulcère à l'estomac. Après, Ah oui, j'arrivais plus donc à en fait, manger. ton corps, il s'exprimait, tu Oui. somatisais beaucoup. Je sais que j'avais tout le temps envie de vomir. Dès qu'il s'approchait de moi, son odeur, l'odeur de la cigarette, j'avais tout le temps envie de vomir. D'accord. Donc ça, je sais qu'une fois, je lui ai demandé de me tuer. Il m'a dit, mais arrête, de quoi tu parles J'avais cette sensation j'avais envie de mourir. Et en fait, donc je pense qu'il y avait une sorte de culpabilité. Parce que finalement, physiologiquement, ton corps, il peut ressentir des choses. Oui, Et bien du sûr. coup, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui va pas en fait chez moi? Donc en fait, c'est toi, tu te remettais en question Je me remettais au en lieu de question. remettre en question lui ses Exactement. actes, c'est ça? C'est-à-dire, Ok, je savais que... Non, j'étais en colère contre lui, j'avais peur parce que j'avais des sœurs. Ah oui, ok. Et du coup, j'avais peur qu'il leur fasse du mal. Mais je l'avais prévenu en fait au moment où j'ai quitté la maison parce qu'il a failli avoir justement pénétration. T'as réussi à t'échapper en Et je fait. lui ai dit, je m'en vais. Je me suis sauvée à ce moment-là. Et je me suis dit, je m'en vais, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et du coup, j'ai quand même voulu lui donner rendez-vous pour poser les choses et lui dire, je ne veux pas que tu fasses de mal à mes sœurs. Enfin, je tremblais. Quand je disais les choses, mais je me suis dit, je le fais parce que mes sœurs, elles sont importantes pour moi et je veux... Tu voulais les protéger, surtout que ça leur arrive pas. Voilà, c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'on m'a souvent demandé pourquoi t'es pas partie. Parce que je rentrais le week-end chez moi et je revenais. Et on me dit, mais pourquoi tu t'en vas? Parce que cet homme avec sa femme, il symbolisait pour toi un lien Voilà. familial très fort. Tu ne voulais pas rompre ça. Déjà, j'avais j'avais peur de perdre, je pense, le fait d'être aimée par des gens. Oui. Donc, il y avait pas, c'était pas de l'amour, mais je sentais. Il y a cette chose-là, il y a le fait qu'ils aient une influence au niveau de la communauté. Est-ce que le fait qu'ils fassent partie de ta communauté, ça a rendu les choses plus difficiles pour toi de parler ou de sortir de cette situation, c'est ça? Je pense que j'aurais plus eu une décharge de mais ça va pas. Je me dis peut-être à revoir quand c'est quelqu'un d'extérieur, parce qu'on nous dit de faire attention aux inconnus, mais pas forcément aux gens proches. Oui, et c'était pas finalement un inconnu parce qu'il fait partie de ta communauté. Et il me conseillait, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il me disait, surtout qu'on n'a pas le droit dans notre communauté d'être en contact avec des garçons physiquement avant le mariage. Donc oui, c'est religieux, c'est ça. Enfin, voilà. Tu peux pas, d'accord. Et lui, il me disait, ne parle pas avec des garçons. Il me mettait en garde, ne parle pas avec des garçons, ne sois pas en contact avec des garçons, c'est pas bien au niveau de la religion. Du coup, moi, je lui ai fait confiance. Pour moi, il a mis un plan en place, comme une sorte de toile d'araignée pour me capturer. Donc c'est une forme d'emprise en fait qu'il avait sur toi et que c'était difficile de sortir de ça. Complètement, parce que si tu veux, je récapitule, j'ai été mise en confiance, donc j'étais vulnérable, j'avais pas de famille, j'avais pas de communication avec mon père. Et puis tu venais de perdre ta maman, donc c'était... j'avais pas de communication, sa femme, j'aimais beaucoup. C'était presque une figure maternelle de remplacement, c'est ça? Elle était très gentille. Et comment tu t'as fait pour sortir de cette situation d'emprise en fait? Alors c'est un peu fou si tu veux, parce que j'ai eu cette idée où à un moment donné, quand il m'a dit quelque part je veux te faire l'amour, soi-disant, comme si on est en relation de couple. Et j'ai essayé de dire à mon papa, tu sais, parce que je devais partir en Angleterre 3 ans pour des études. Donc juste avant de partir sur le chemin de l'aéroport, je me souviens, j'ai dit à mon père, papa, tu sais, cet homme, il me prend pour sa copine. Mais de quoi tu parles? Il te tutoie, parce que tu sais, chez nous, on vous voit, les hommes, pour avoir un peu de distance. Enfin, chez nous, pas tout le monde, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je le fais. Âgés, ou d'accord. Tu vois, d'avoir une certaine distance pour justement ne pas créer avoir de cette familiarité. Intimité ou proximité. D'accord, je comprends tout à fait. Et du coup, il me dit, mais de quoi tu parles? Genre, il te tutoie? Ça l'a même pas effleuré qu'il y ait ce genre de personnage dans la communauté. Mon papa, c'est quelqu'un qui est très intègre. Il n'aurait jamais cru. C'était pas entendable pour lui. Donc après, pendant 3 ans, pendant mes études, j'avais très souvent cette sensation de me dire j'ai envie de m'ouvrir les veines, j'ai envie de mourir. Il y avait encore des répercussions dans ta vie, même en coupant les ponts. Je le voyais de temps en temps quand je revenais, mais je venais 3 fois par an. Comment ça se... Quand je le voyais, il me faisait encore des clins d'œil. C'est pas très grand où on habite, c'est une petite ville. Donc il me voyait, il me faisait encore des clins d'œil. Pendant 3 ans, sa femme, en fait, jour au lendemain, quand je lui ai dit tu toucheras jamais à mes sœurs, j'ai plus parlé à sa femme parce que sinon sa femme m'aurait dit de venir. Et j'étais bloquée. Donc j'ai plus parlé à sa femme et elle l'a très mal vécu. Pour elle, j'étais une fille qui n'avait aucune reconnaissance, qui était une mauvaise personne, alors que c'était pas ça, mais je pouvais pas lui dire, je savais pas comment faire. Oui, parce que même elle, tu lui avais pas dit ce que son mari te faisait, c'est ça? C'est ça, je n'osais pas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai jamais posé les choses parce que j'en ai fait des cauchemars jusqu'à il y a pas très longtemps. Mais on n'a jamais réussi à établir les choses.
avec elle. En 3 ans, j'étais très très mal. Enfin, j'ai eu des moments où j'étais très mal, je ne savais pas pourquoi. Ok, t'avais pas fait de lien? Non, j'avais un peu mis de côté ça. T'essaies d'oublier, oui. en fait. J'étais très mal. Et au bout de 2 ans, sur les 3 ans d'études, j'ai rencontré un garçon. J'avais peur et j'avais un dégoût. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle m'a dit, sa famille? Peut-être ce serait bien que tu consultes. Ah d'accord, donc c'est à partir de là que tu as commencé un parcours thérapeutique? Exactement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être, j'étais allée voir une psychanalyste comme ça, parce que je l'ai vue qu'une fois finalement. Je lui ai donné mon histoire, donc de la communauté. Pas de la communauté même, c'est-à-dire parce que si tu veux, il y a la communauté, quand c'est au sens propre du terme de la communauté dans une ville, parce que dans chaque ville, il y a des communautés juives. Et la communauté, en général, la communauté israélite, d'accord, tu vois. Oui. Donc je suis allée à Paris, donc pas de ma communauté, mais chez une psychanalyste qui fait partie de la communauté, mais éloignée. Et finalement, elle me dit, allez contacter un rabbin, qui était son employeur. Et j'ai parlé avec ce rabbin qui m'a dit, en premier lieu, il n'a pas forcément trouvé les mots, en tout cas. Il ne savait pas comment gérer. Et du coup, ça a commencé, en fait, effectivement, ce parcours-là. Après, j'ai commencé à être de plus en plus mal. Qu'est-ce qui t'a alors aidé dans ton parcours de reconstruction? Alors ça a été vraiment, c'est pour ça que je t'ai dit, ça a été le parcours du combattant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai eu beaucoup d'à-coups en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à ce moment-là, je suis partie vivre quelques temps à Marseille. Et là, je parle avec un autre rabbin incroyable qui m'a dit, il faut que tu portes plainte. Donc ce rabbin, il a eu une réaction tout autre, il t'a encouragé à porter plainte? C'est inadmissible, c'est grave, il faut que tu portes plainte. Du coup, ça a quand même pris du temps. J'ai rencontré mon conjoint quelques mois après. Ok. Et j'ai été en confiance avec lui. Ça m'a donné des ailes. C'était incroyable parce que j'y croyais pas. Enfin, j'avais perdu un peu confiance justement en les hommes. J'avais eu quelques autres rencontres malencontreuses parce que je pense que je reflétais une fragilité. Donc j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu des comportements qui étaient agressifs ou manipulateurs. Donc s'il y a des schémas qui se répétaient, en fait, c'est ça? Exactement. Ça a été des schémas qui se sont répétés et je comprenais pas. Hein. Enfin, je le voyais pas forcément venir. Après, je coupais sec. Par contre, je coupais net avec ces personnes-là. Ouais. Je restais pas. Mais c'est vrai que j'étais une proie facile. Donc j'ai rencontré mon conjoint et on a, je sais pas si c'était juste avant notre mariage ou juste après, on s'est mariés 6 mois après. Ah, c'était rapide alors. Oui, on s'est dit on est bien ensemble. Ok, t'es pas positif. On est bien ensemble. Et j'étais en fait tellement en confiance. Et je sentais en fait là intuitivement, je sentais que j'étais bien. J'ai porté plainte avec lui. Ah, donc tu l'as fait, t'as écouté le rabbin et t'es allé porter plainte à la police? J'ai porté plainte avec lui. Et je t'avoue que j'ai eu une expérience désagréable avec la police. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. C'est okay, la police, elle a presque pris à la rigolade. Ah bon? C'est-à-dire que t'es allée au commissariat et ils t'ont pas pris au sérieux? En fait, à la brigade des mineurs à Bobigny. Ok. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il a dit presque en rigolant. Donc les psychologues ont été très 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 gentils, mais le commissaire ou le policier, en tout cas, il a été, il en souriait un peu. Il disait bon, en fait, finalement, ça a été une expérience sexuelle pas très désagréable finalement. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. J'étais. C'est choquant. Oui, parce qu'il s'est permis de juger avec ses. Oui. Il s'est dit en fait, il n'y a pas de viol à proprement parler, donc bon. Donc c'est pas très grave pour lui alors en fait, c'est ça? Voilà, parce que j'ai peut-être parlé que j'avais une réaction physiologique à un moment, ce qui est logique. Hein. En fait, si tu touches une partie du corps, forcément il y a une réaction. C'est pas parce que et on sait que même quand il y a des viols, ou même quand il y a des violences, on peut ressentir quelque chose physiquement et ça n'a rien à voir avec. Oui, c'est physiologique. C'est physiologique complètement. Mais est-ce que du coup, il a pris quand même ton dépôt de plainte? Non, bien sûr. Ah, ok. Mais il a fait des petits commentaires. Et moi, je me suis sentie un peu... C'est vrai que comme je culpabilisais encore, je pense que j'ai pas osé le remettre en place comme j'aurais fait aujourd'hui. D'accord. Tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé après le dépôt de plainte? Alors voilà, après le dépôt de plainte, c'est vrai que j'ai parlé avec une avocate, mais j'ai pas pris une avocate. Peut-être que ça aurait changé de se faire accompagner par un avocat, une ou un avocat. Voilà, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, mon conjoint il m'a beaucoup soutenue et en fait ce qui se passe c'est qu'après je pars habiter en Israël, donc j'ai laissé tu t'as déménagé, j'ai laissé les choses se faire. J'ai appelé de temps en temps, on me répondait pas, on me dit que ça avait été classé, c'était pas clair. Maintenant j'ai reçu un appel de ma communauté, comme quoi le rabbin de la communauté voulait que j'annule ma plainte. Ah, tu veux dire que ta communauté a fait pression pour que tu enlèves ta plainte? J'ai appelé un autre rabbin qui m'a appuyé, qui m'a dit hors de question, vous gardez votre plainte. Un autre encore. Donc oui, t'avais qui allait dans ton sens. Voilà. Qui m'a dit non, vous gardez la plainte. Et c'était dur à gérer ça, on va dire le forcing de ta communauté qui te demande de retirer ta plainte. Est-ce que oui, c'est assez bouleversant, surtout que je pense que ma famille elle s'est pas rendue compte, mais au début elle s'est dit peut-être qu'il faut se ranger de cet avis. Il faut mieux suivre l'avis de la communauté. Parce qu'il y a cette pression de tu comprends, il a une famille le pauvre.
Ah, en plus, alors donc du coup, c'est il était marié avec 3 enfants à ce moment-là. D'accord. D'ailleurs, il y avait même à un moment donné un de ses enfants présent. Quand il m'a. Donc ils ont un peu presque renversé les rôles alors pour dire le pauvre c'est une victime et que toi tu te rends compte tu détruis une famille, c'est un peu ça. C'est fou. Tu as tout dit. C'est fou en fait comment les rôles sont inversés. Je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de réaction. Donc si tu veux, j'ai laissé ça comme ça. T'as pas enlevé ta plainte, tu l'as gardée. J'ai pas enlevé ma plainte. Bravo parce que de temps en temps j'ai passé un coup de fil à la brigade des mineurs pour voir un peu où ça en était. L'évolution. On me faisait passer d'une personne à une autre mais on parlait pas. Et tu sais pas, et il a été auditionné ou il s'est passé, je sais Exactement, pas en fait. Je ne sais pas. Ah d'accord. Et du coup, il y a 2 ans, quand j'ai accouché de ma petite dernière. Mais c'était quand le dépôt de plainte? Ça remonte à plusieurs années, c'est ça? Ça remonte parce que j'étais au début de mon mariage, donc ça devait être en 2010. Ah, donc 2010, et donc plus de 10 ans plus tard, t'as des nouvelles? Alors, dis-toi que tu nous partages ça, parce que même moi, je l'apprends avec toi, tu vois, lors de cette interview, et j'apprends ton histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4-5 ans, je suis revenue habiter dans ma ville. Donc, t'es revenue d'Israël, voilà, et du coup, je le voyais. Et au début, j'avais cette... non, je suis forte, ça va, je gère. Et au fur et à mesure, ça allait pas. Je me suis dit, il faut que je m'en occupe, il faut que je sache jusqu'au bout où ça a été. Alors, je vais revenir juste à un moment donné en arrière. Quand après le dépôt de plainte, juste avant qu'il sache que j'ai fait un dépôt de plainte, j'ai voulu le rencontrer pour qu'il s'excuse. Donc, tu voulais juste en fait qu'il a la reconnaissance des faits, qu'il s'excuse. Et il était d'accord. Mon papa est allé lui parler. Et ton père était au courant. Mon père était au courant. En fait, c'était à ce moment-là, c'est-à-dire quand j'étais à Marseille, que j'ai rencontré mon conjoint et tout, c'est là que je lui ai tout dit à mon père. Ah d'accord, donc peut-être pas tous les détails à ce moment-là, mais je lui ai dit en gros les choses, les faits. Et il était d'accord de s'excuser, cet homme. Mais mon mari, au dernier moment, il a vu que j'étais un peu fragile à ce moment-là. Il m'a dit, je veux pas que tu le vois. J'ai peur que tu ne supportes pas. Donc, on avait laissé tomber. Et donc, j'étais restée sur ce goût-là de... Aujourd'hui, je suis forte. J'ai 35 ou 34 et demi, à peu près 35 ans. Et je suis forte, je peux le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de contacter le premier rabbin que j'ai vu. Il y a 15 ans. Ok. Un peu plus 15 ans, 16-17 ans, qui avait dit, qu'il l'a renvoyé. Je lui ai dit, voilà, je voulais vous dire que je voulais venir parce que je voulais réparer. Et ça, c'est le parcours de la résilience. Là, on y est. C'est le fait d'aller poser les choses dont j'ai besoin pour me dire, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je peux, tout ce que j'ai en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout, pour faire face aux choses. Pour me dire, j'ai plus eu peur de quelqu'un. J'ai pu dire ce que j'avais envie de dire. J'ai pu dire ce que j'ai ressenti. J'ai pu me sentir soutenue et du coup forcément la reconnaissance de la communauté et des rabbins est très important dans mon histoire parce que j'ai grandi dans cette communauté-là. Oui, donc c'est très important pour la reconstruction. C'est pas seulement une reconnaissance vis-à-vis de la famille. Il y avait plusieurs, si tu veux, il y avait plusieurs cercles dont j'avais besoin de cette reconnaissance-là. Est-ce que tes parents, enfin ton père ou tes frères et sœurs, quand ils ont appris, ils t'ont soutenu aussi? Ils t'ont cru? Ils m'ont cru. D'accord. C'est vrai qu'ils m'ont cru, mais ils n'ont pas du tout compris l'ampleur de ce que ça pouvait faire. D'accord. Des conséquences sur ta vie, c'est ça que tu veux dire? Frère, il a lu un bouquin sur les violences sexuelles que je lui avais donné à lire. Quelques temps après, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je voulais te dire, je m'excuse. Il a commencé à comprendre. Il a lu, il m'a dit, j'ai pas compris l'ampleur de ce que tu as pu vivre. Tu comprends? C'est-à-dire là, j'en ai des frissons. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un appel réparateur qui a fait partie de ma résilience. J'ai senti il y a 1 an et demi, et tu te dis c'est tout frais en fait. À vivre, le fait que j'étais pas dans la même ville, ça m'a beaucoup aidé à ne plus y penser. Donc le fait d'être expatriée. Voilà, mais à un moment donné, je les trouve par hasard, je marche dans les rues en Israël, je le vois. D'accord. J'ai eu un sursaut, j'étais pas bien après pendant plusieurs jours. Enfin, ça veut dire que c'était pas réparé. C'était encore le passé était encore présent. Et pourtant, j'en avais fait des thérapies. J'ai fait plusieurs thérapies dans ma vie, tu vois, un peu de kinésiologie, un peu de psychothérapie. J'ai fait. Et ça t'a aidé? Ça m'a aidé, mais j'étais pas allée jusqu'au bout des choses, je pense. Tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est important pour toi d'aller au bout des choses et de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir cette reconnaissance-là. J'avais envie de dire d'abord au nom des autres victimes aussi. J'ai senti que j'avais pour moi, la résilience, en tout cas pour moi, elle se trouve là parce que je sens que j'ai une voix à porter. Donc c'est bien au-delà de toi, tu veux dire. Oui. C'est pas que ta voix que tu fais porter, mais c'est aussi des femmes pour la communauté, de ta communauté ou des personnes pour les femmes tout simplement, ou pour les hommes, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui aussi qui ouvrent de plus en plus la parole sur le sujet. Ça a été très réparateur, l'appel de mon frère. Donc à ce moment-là, je décide donc d'aller voir ce premier rabbin que j'avais vu pour lui dire, sachez que je ne veux pas vous demander de vous excuser, etc. Mais je veux que vous puissiez savoir que les prochaines victimes qui vont venir vous voir, vous ne pouvez pas leur répondre comme vous m'avez répondu à l'époque. C'est juste impensable. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il s'est excusé.
Il s'est excusé? J'ai trouvé ça très grand de sa part. Wow. Il s'est excusé. Il a reconnu en fait. Oui. Il m'a dit j'avais dit ça à l'époque. Je lui ai dit oui. Et 15 ans après quand même, donc je pense que ça Il a a évolué. Il m'a dit je m'excuse. Et c'est vrai qu'aussi, il a réalisé quoi, que c'était... Je lui ai dit mais vous vous rendez compte? Parce qu'il m'a dit mais est-ce que c'est... Mais comment... Il n'était pas sûr en fait de la véracité de mes dires. Donc je lui ai dit vous vous rendez compte? Une victime, je lui ai dit, j'avais les larmes aux yeux, je lui ai dit vous vous rendez compte tout ce que ça doit demander comme force intérieure, bien sûr, pour, comme pour courage, poser les choses. Je lui ai dit vous croyez que j'ai envie un jour, un beau matin, d'inventer ça sur moi? J'ai pas le temps en fait. Pour ça c'est vrai qu'il y a peut-être quoi 1% de pas femmes qui vont broder enfin même pas je sais ça arrive mais c'est quand même assez rare, voilà, bien c'est sûr. très rare. Et donc je lui ai voulu vraiment le bousculer un peu dans ces... Tu l'as même sensibilisé sur ce thème-là en fait. En fait c'était revenir sur l'histoire et faire changer le cours des choses. Je veux pas que les gens passent parce que moi je suis passif. Je veux essayer de changer le cours des choses et je pense qu'on peut toutes à notre niveau faire changer le cours des choses. Et où est-ce que ça en est maintenant la procédure? Alors voilà, et du coup, j'ai vu le rabbin de la communauté. Ah oui, donc j'ai un avocat qui a pris mon dossier. Ah donc maintenant tu as un avocat? Non, donc il y a 1 an et demi, donc cette histoire quand j'ai voulu revoir ce rabbin, il fallait que j'aille maintenant au rabbin de ma ville. Donc la procédure est toujours en cours alors c'est alors, pas je vais t'en dire plus sur ça. Mon dossier a été classé, donc du coup l'avocat a pu récupérer mon dossier et a pu me donner la transcription de qui a été interrogé. Et je peux te dire que j'en ai vu et j'ai vu des choses qu'ils ont menti pour fermer le dossier. Pour protéger ta communauté, tu veux dire? Exactement. Ils ont menti mot à mot. C'est-à-dire quand j'ai vu ça, j'ai été brisée. Mais vraiment, il y a 1 an et demi, c'est là que j'ai pu rencontrer un thérapeute en EMDR incroyable. Et ça t'a aidé, le EMDR? Si c'est de ce qu'il s'agit. Oui, parce que moi je me suis formée aussi par l'EMDR. Et il m'a énormément aidé à accompagner. Donc c'est à ce moment-là où en fait avec le EMDR, c'est une méthode. Il y a eu un avant et un après dans ta vie avec... Exactement. Et en fait, c'est vrai que j'ai été très bouleversée de savoir qu'on peut mentir surtout des choses fausses sur moi, comme si en fait c'est moi qui l'avais cherché en fait. Oui, c'est toi qui étais la coupable en fait, et que l'autre c'était une pauvre victime, c'est ça en gros. C'est ça. Et en fait, donc j'ai pris le temps d'appeler les gens de la communauté, parce qu'il y a des gens de la communauté malheureusement qui disent le rabbin il n'a rien dit, ça veut dire que c'est moi qui suis fautive. Donc je sais pas comment dire, je devais affronter une communauté entière. Je marchais dans les rues de ma ville. Je savais que les gens ils pensaient mais celle-là c'est une allumeuse, celle-là c'est une... Donc tu avais le jugement en fait. J'avais comme une sorte de... Tu sais quand on fait un shaming, mais à une échelle d'une ville entière. Et comment tu as géré ça alors? Je te dis, une des plus grandes épreuves de ma vie, plus éprouvant que l'agression. C'est là le poids de la communauté, c'est bien plus éprouvant. Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement comment ça se manifestait? Si tu veux, tu voyais pas physiquement ce qu'ils pensaient les gens. Mais j'ai entendu des échos de personnes. Plusieurs échos tu sais, elle pense que c'est ta faute. Tu sais que si le rabbin il ne fait rien, c'est que on sait très bien que c'est toi qui es fautive. Sa femme, elle a dit ça sur toi. Lui, il raconte à tout le monde que t'es folle depuis que t'as perdu ta mère. Et c'est des choses qu'on te disait dans ton dos ou qu'on te disait en face, tout ça? Non, on m'a pas dit en face directement. Mais les gens sont venus me le raconter sur des noms, sur des personnes directes. Donc moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai appelé certaines personnes pour leur dire mais vous avez pas honte de penser ça? Vous êtes des amis à moi et vous pensez comme ça? Et, enfin, je comprends pas. Vous pensez que je vais... Et ça a été difficile. Donc je suis repartie voir le rabbin de ma ville. Je lui ai pas dit ce que j'ai lu dans le dossier et tout parce que je t'ai dit c'est compliqué ça d'aller. Mais sinon, il a fait venir l'agresseur en face de moi. Ah oui? Donc tu as eu une confrontation avec l'agresseur, avec le Exactement. rabbin? Je suis venue avec mon papa à ce moment-là. Et du coup, je lui ai dit tout ce que j'avais envie de lui dire. Mais il n'a pas voulu s'excuser. Et il a reconnu les faits ou pas? Il n'a pas démenti. Il n'a pas démenti, ok. Voilà. Il a écouté, je lui ai dit, vous vous souvenez quand votre fille elle était là, quand vous avez fait ci, quand vous avez fait ça, j'ai dit donc devant le rabbin, et c'était pas facile. Bien sûr, j'ai tout dit, on est resté, je sais pas moi, 1 heure. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, 1 heure et demie, je sais plus, ça a duré parce qu'il y avait le avant et le après. C'était quand même une grande étape. Et ça t'a apporté quelque chose dans ton parcours? Ça m'a apporté quelque chose dans mon parcours. Parce que ça, c'était hors du cadre judiciaire finalement. Parce que ça n'est pas partie de l'enquête judiciaire. C'est au sein de ta communauté, le rabbin a organisé cette confrontation avec la présence de ton père. En fait, il n'a pas voulu l'organiser. Au début, il ne voulait pas me croire, le rabbin. Il m'a dit que je mens et que je dis n'importe quoi et que j'ai qu'à fermer ma gueule. Donc ta parole a été plusieurs fois remise en doute au sein de ta communauté. Et ça a été très dur pour moi. Mais à un moment donné, mon père, il a insisté. Et comme je sais qu'il a beaucoup de respect pour mon papa, donc c'est pour ça qu'il a dit vous voulez quoi? J'ai dit je voudrais qu'il vienne. Il m'a dit bon on va l'appeler. Mais il m'a dit sache que je vous crois pas. Je sais que je vous crois pas plus que lui.
Ok. Waouh. C'était éprouvant, mais je pensais à moi. Je me disais, moi, j'ai besoin de faire face aux choses. C'est pas grave. Lui, il me croit pas. Enfin, non, ça a été douloureux. C'est de quoi tu as besoin, toi, pour te reconstruire, c'est ça, en fait. Tu t'es focalisée sur tes besoins. Je me suis focalisée sur mon besoin. Et j'ai senti que j'ai pris aussi une certaine revanche de lui dire tout ça, avec toute la force et tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Je pense que c'est aussi beaucoup grâce au fait, pour moi en tout cas, le fait d'avoir été maman plusieurs fois aussi, ça fait partie de mon parcours de résilience. Le fait d'avoir rempli ma vie, le fait d'être aujourd'hui accompagnante avec les victimes, ça a été, si tu veux, vraiment un des plus grands bouts de la résilience que je peux dire avoir aujourd'hui. Et mon conjoint aussi qui est pour énormément. Qui est un soutien depuis le début, en fait, j'entends ça. Et qui m'a redonné confiance en les hommes aussi. Et là, il m'a prouvé qu'un homme, on pouvait compter sur lui, qu'il pouvait être bienveillant, compréhensif, respectueux. Donc ça a été vraiment, je pense, la première étape de résilience. Ça a été lui. C'était lui. C'était un pilier, en fait, dans ta résilience. Et qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours? C'est quoi tes autres piliers de ta résilience? C'est vrai qu'il y a des personnes dans ma vie que j'ai rencontrées qui ont été des piliers dans ma vie. Il y a eu des personnes comme ça qui ont été vraiment là pour moi. Mon père aussi, il m'a beaucoup soutenue, même si c'est difficile, parce que tu sais, quand tu es dans une communauté, il est dans cette communauté aussi. Oui, donc c'est très perturbant quelque part pour moi, mais aujourd'hui, je sais comment il se positionne. On a eu ces discussions, on a posé les choses, et j'ai eu de la chance que ce soit quelqu'un qui est très très à l'écoute. Donc il y a ma famille, au sens proche du terme, et aujourd'hui, on va dire que je peux dire que je me suis un peu déplacée, c'est-à-dire j'habite toujours dans ma ville, mais j'ai changé de communauté. Enfin, je suis dans la communauté, il y a aussi des petites communautés. Du coup, j'ai changé de communauté, donc déjà, je me sens mieux, je vois plus forcément les mêmes personnes. Donc ça aussi, je vais dire les choses honnêtement, je me sens plus légère, et je pense que quelque part, il faut éviter d'habiter dans la même ville que l'agresseur. En tout cas, quand je parle des petites villes, parce que si tu es dans Paris, c'est grand Paris quand même, mais savoir qu'on peut se retrouver nez à nez souvent avec lui, je suis pas encore complètement sereine. J'aurais voulu avoir des excuses, sachant qu'après, il est quand même allé voir un avocat pour porter plainte contre moi. Il a porté plainte contre toi? Il a voulu porter plainte. Pourquoi? Pour diffamation ou c'est quoi? Diffamation, mais l'avocat, c'est fou. Comme je connais le monde des avocats, parce que mon mari est avocat, ça s'est entendu, et mon mari a dit que les avocats lui avaient dit, mais tu crois qu'une maman de 6 enfants, elle a que ça à faire, et puis... Mais c'est ridiculisé, quoi. Mais c'est fou que lui-même, il aille porter plainte contre toi. Enfin, oui, c'est aberrant. Pour garder la face à sa famille, je pense. Ok, c'est une question d'honneur et de face par rapport aussi à la communauté, et pour sauver laver son honneur, c'est ça? Parce que et ça, je pense que ça a été aussi une sorte de... Enfin, ça fait partie de ma résilience, c'est d'avoir fait éclater le secret dans la communauté. Oui, et ça, c'est dur. Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. Tu as dit libérer du trauma, enfin, c'est une chose, mais de sa propre communauté, c'était encore plus dur, c'est ça? Est-ce que tu es d'accord qu'on revienne sur ce point? Oui. Pour expliquer aux personnes le poids de la communauté, si on le vit pas, c'est pas évident à comprendre, en fait. Est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi c'était plus dur pour toi de te libérer du poids de la communauté que du trauma? Oui, je vais l'expliquer, parce que ça, c'est vraiment important, et je m'en rendais pas compte. Je crois que je voulais pas me l'avouer, ou j'étais complètement tellement dedans que je n'arrivais pas du tout à le voir, en fait, et je pense que c'est mon thérapeute aussi en EMDR qui m'en a fait prendre conscience encore plus. C'est que quand on vit dans une communauté, on fait partie de quelque chose. Encore plus dans mon contexte familial et tout, on fait partie de quelque chose. Donc il y a ça, et il y a aussi l'idée on existe par rapport à la communauté, on veut pas déshonorer la communauté, on veut faire partie. Et du coup, on sait que quand on va aller à l'encontre, on va pas être dans le système, on va être éjecté, quoi. On va être complètement mis à part, on va perdre plus qu'une famille, presque une identité. Oui, donc la communauté, ça t'apporte une identité, c'est identitaire pour toi. C'est ça. Et le fait d'être rejeté d'une communauté où tu as un lien d'appartenance, en fait, c'est ça qui est plus dur. Complètement. J'ai senti que ça a été plus lourd pour moi que le trauma lui-même, que quelque part aussi, parce que peut-être j'avais perdu ma mère, donc j'avais encore plus besoin de ce repère. Ma mère, elle adhérait aussi à ce mode de vie, donc j'avais envie de faire partie de ce groupe. Il y a des amis à ma mère, des amis à mon père, donc du moment où on est rejeté du groupe, on peut sentir qu'on perd tout, finalement. Perdre sa propre identité, exactement. C'est ça que... D'accord. Voilà, on peut perdre son identité, ses amis, les gens peuvent vous tourner un petit peu la tête, vous éloigner de vous, et ça, c'est pas facile. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai passé presque une année très, très, très difficile, où j'avais un peu peur de sortir, j'étais très angoissée, j'avais pas très envie de vivre, quoi. J'étais vraiment très, très mal. Je me suis centrée sur ma famille, sur mes enfants, sur mon conjoint. J'ai pas eu peur de dire aussi à mes enfants les choses. J'ai pas donné de détails, mais j'ai dit ce que je traversais, parce qu'ils m'ont vu beaucoup pleurer. Ah d'accord, donc tes enfants sont aussi témoins de ton parcours de résilience. Ils ont vu que je pleurais beaucoup. Je me suis dit, il faut qu'on pose les choses. En fait, ça sert à rien de faire comme si... Donc j'ai pas
raconté les détails, mais je leur ai dit que j'avais passé quelque chose, enfin quelqu'un qui n'avait pas respecté un certain niveau. Enfin, j'ai essayé de trouver des mots, ils sont petits quand même, mais je voulais vraiment leur dire que c'était important pour moi parce qu'ils le voyaient de toute façon. Ils voyaient ton mal-être en fait, c'est ça. Que j'étais mal, et c'est vrai que j'ai longtemps cherché aussi l'approbation de ma famille vis-à-vis de la communauté. Toujours. Il y a toujours en fait cette notion de communauté, c'est ça qui est un point en fait alors. Vis-à-vis de la communauté, et je t'avoue que c'est vrai que j'aurais aimé encore aujourd'hui avoir ces excuses ou une reconnaissance plus officielle, parce que là ça s'est fait un peu en cachette cette rencontre-là. Oui, parce que c'est avec le rabbin. C'est-à-dire le rabbin n'a pas pris la parole pour dire me défendre. Il n'a pas tranché en fait. Il était juste. Mais je me contente déjà de ça, et aujourd'hui j'essaye de batailler pour faire des plus grandes choses, parce que je sens que j'ai, comme tu dis, c'est bien au-delà de moi. L'enquête judiciaire, elle n'est pas encore clôturée, c'est ça? Ou du coup, le dossier avait été classé. Et en fait, c'est classé. Pour revenir dessus, quand on a redemandé l'ouverture, enfin pas l'ouverture de dossier, mais qu'on a voulu lire les transcriptions, à ce moment-là, on a trouvé une autre victime qui était bien plus jeune. Ah, du même agresseur? Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas eu le courage de porter plainte. Elle m'a dit, je me sens pas. Il était plus jeune, quoi, l'agresseur. Oui. Il avait agressé donc une fille plus jeune. Et du coup, elle n'a pas voulu porter plainte, elle n'a pas eu le courage. Donc du coup, parce qu'avec ça, on aurait pu faire quelque chose. Et oui, il aurait fallu son dossier pour appuyer le tien, c'est ça? Et que toi, ton dossier aurait appuyé le sien et que deux voix pas mieux qu'une. Oh, ok. Donc ton dossier était classé par manque de preuves, c'est ça? Parce que je pense aussi ça a joué le fait qu'ils aient menti, comme je t'ai dit. Qu'ils n'aient pas appuyé, que son comportement avait été tel... Parce qu'ils sont au courant de l'histoire d'avant. Ah, ils étaient au courant de l'histoire d'avant. Le problème. Donc c'est, comme tu dis, le poids de la communauté, c'est protéger, même quitte à protéger des agresseurs. Exactement. Pour pas perdre la face ou l'honneur de la communauté et garder la famille. Tu sais, je pense que ça n'a pas été dit clairement, mais il y a aussi cette idée que bon, tu comprends, les hommes, ils sont peut-être comme ça, ou il faut comprendre, ou il ne faut pas en faire une histoire. Donc c'est à toi de raisonner, de dire sois raisonnable et pense aux conséquences de tes actes au lieu de que ça lui revienne à lui, le poids de la responsabilité et de la culpabilité. Exactement. Et c'est intéressant parce que tu disais, tu vois, cet agresseur, en réalité, et puis ça arrive très souvent d'ailleurs qu'il ne fasse pas qu'une seule victime, et dans ton cas, ça se reflète, tu vois. Tu n'as pas été la seule victime de ces agissements, et que même si il y a une autre personne, tant qu'elle ne fasse pas les démarches, ça ne peut pas avancer plus, en fait, pour ton cas, en tout cas, je veux dire. Okay. Et aujourd'hui, c'est quoi, Anna, ton rapport avec ta communauté? Est-ce que c'est plus apaisé, ou c'est quoi ta relation que t'entretiens avec ta communauté? C'est intéressant la question, parce que ça a été, je pense que le développement de ma personnalité, j'ai un peu créé une relation un peu contre le système. De rejet, en fait, un peu, c'est ça? De rejet, rejeté, d'accord. Et là, je me sens plus apaisée aujourd'hui. Je me sens plus apaisée. D'abord parce que j'ai pu dire les choses. Et aujourd'hui, avec les thérapies que j'ai faites, que ce soit en EMDR ou là, je suis en parcours psychanalyse, c'est passionnant. C'est l'idée de se détacher quelque part du regard et des attentes des gens, des autres. Et ça, pour moi, c'est énorme, parce que je ne sais pas si c'est dû à ce trauma-là ou au trauma de ma maman. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup en attente d'être validée par les autres, d'être aimée, et en fait, quand on a un trauma, peut-être sexuel ou autre, on perd confiance en soi, on essaye de chercher à être aimé, on a différentes fragilités qui peuvent faire surface, et du coup je pense que là aujourd'hui j'ai pas tout réglé, mais je suis d'abord tout le temps en mouvement, parce que en tant que thérapeute ou moi-même, je pense que c'est ce que je dois à mes patients, d'être bien dans la meilleure posture possible. Et vis-à-vis de mes enfants, j'ai envie de pas leur transmettre forcément de la peur, mais j'ai envie de leur transmettre quelque chose de fort, de résilient, d'être d'une femme capable d'assumer et de ne pas avoir peur justement de prendre la parole et de peut-être perdre des gens, parce qu'il y a des gens sûrement qui me regardent différemment. Mais aujourd'hui, presque, j'en ai une sorte de plaisir à marcher dans la rue et à être qui je suis, et à me dire mais pourquoi je vais m'empêcher de vivre, pourquoi je vais me faire toute petite dans la rue, alors que c'est moi qui en a souffert, et c'est pas moi qui a été autrice d'un fait inapproprié. Donc, Et quelle évolution Parce que franchement, quelle évolution. Puis même il y a quelques temps, tu vois, on se connaît depuis un peu plus d'1 an, je te vois évoluer, et que même le rapport, c'est pour ça que je te posais la question, quel est ton rapport, la relation que tu as avec la communauté? Je vois qu'il y a un peu plus d'apaisement, mais ça fait partie des étapes, et c'est tellement juste, je trouve, parce que c'est pour ça que je posais des questions sur l'impact de la communauté, comment s'en libérer, et par rapport aussi, tu vas se libérer d'un trauma, parce que ça, j'ai
constaté plein de fois, moi-même déjà dans ma propre vie. Enfin, moi, je suis pas de communauté juive, mais ouais, communauté asiatique, mais il y a plein de choses qui se rejoignent. Et d'autres personnes, tu vois, issues d'autres communautés. C'est vraiment juste que se libérer, on va dire, d'un trauma tel que des violences sexuelles, c'est vraiment pas facile. Il y a tout un parcours de reconstruction, de résilience, de guérison. Mais se libérer du poids de traditions, de valeurs communautaires, de choses qui sont ancrées depuis des millénaires, c'est vraiment plus challengeant, c'est plus lourd parce que c'est pas juste, tu vois, individuel le parcours. Je suis d'accord. Parce que tu portes, et puis moi aussi, on porte le poids de choses ancrées depuis des millénaires et qu'on remet pas en question. Même les lois d'ailleurs, elles changent plus facilement que de changer des traditions. Et donc, se libérer d'un poids communautaire, c'est un fardeau qui est beaucoup plus lourd que, je vais pas dire juste, mais que voilà, un trauma, c'est complexe. Mais se libérer d'un poids de choses qu'on t'inculque, ça demande énormément de force, de courage, de remise en question. Mais en même temps, bah, tu vois, on respecte les valeurs qu'on nous a transmises. Il y a ça, en fait, on rejette pas. Mais en même temps, il y a des choses où on n'adhère pas tellement, comme rester dans le silence ou, comme tu dis, bah, mentir pour protéger des personnes. Il y a des choses qui sont à l'encontre de nos propres valeurs. Donc, il y a un conflit de valeurs, en fait, je dirais. C'est ça la complexité. La communauté, ça peut être un soutien énorme, comme tu dis. Ben, dans ton cas, ça t'a soutenu lors du processus de deuil, mais en même temps, ça peut être à la fois un fardeau. Est-ce que tu adhères à ça? Déjà adhère complètement. Et d'ailleurs, je reviens sur l'idée, sur le moment où on s'est rencontrés, il y a 1 an, où je me demandais comment tu faisais justement pour avoir un apaisement intérieur et que moi, j'avais encore beaucoup de colère. Oui, c'est vrai, je le ressentais, j'ai dit, je sens qu'il y a encore de la colère, mais j'ai dit, ok, ça fait partie du parcours. Oui, exactement, c'est pour ça que je dis, là, quand comme ça, on raconte, enfin moi je raconte mon histoire, c'est possible de dire, ah oui, mais moi j'en suis pas là, mais c'est un parcours et il faut croire en soi, il faut se donner aussi ce temps-là, tu vois, pour digérer, pour avoir ce moment de colère, pour avoir ce moment où on peut s'enlacer. Bien sûr. Et avoir ce moment où on peut se dire, voilà, c'est légitime, c'est ok ce que je ressens, s'entourer aussi de personnes saines. Et c'est vrai que comme tu dis, au niveau communautaire, c'est-à-dire que autant la religion en elle-même, le texte, la religion, est tout à fait pour protéger les personnes qui sont agressées et que les auteurs soient punis. C'est clair. C'est les gens malheureusement qui interprètent la pratique, qui ne savent pas, qui n'ont pas été formés ou qui ne savent pas comment gérer ce genre de situation ou qui se trompent, qui prennent leurs propres idées à eux de se dire mieux vaut mentir parce qu'il faut protéger, parce que ça se fait pas. C'est pas la religion, perception. C'est leur perception. C'est leur interprétation de la religion, c'est ça qui... Parce que moi, j'ai bien vu les textes, tu vois, qu'en plus je suis sexothérapeute, donc j'accompagne les gens en sexualité. On a beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est la sexualité dans la religion, alors qu'en fait, il y a des gens qui enseignent mal, mais quand tu vois le texte, la femme, elle est mise vraiment dans une position beaucoup plus... très importante, elle est presque, elle est même prioritaire, on met son désir en vraiment... Donc tu veux dire que la façon dont c'est interprété, ça va biaiser en fait. Exactement, et ça je pense que ça... Pour moi ça a été aussi de la résilience parce que tu entends des choses, tu as grandi avec des idées, puis d'un coup tu ouvres les textes et tu te rends compte que en fait non, c'est autre chose qui est juste voilà, c'était vérité, c'était pur, c'était sain, et il y a des gens qui ont donc je pense que ça c'est important d'en faire je pense que dans chaque domaine, et peut-être que toi tu vas retrouver ça, tu me diras, dans ta communauté, est-ce que parfois il y a des traditions, mais il y en a qui font peut-être un peu trop, qui peuvent biaiser certaines choses pour tu vois ce que je veux dire, ça donne des c'est fois, leur interprétation, voilà, n'est pas... Oui, ça, il y a tellement à dire aussi dessus. On va arriver bientôt à la fin de l'interview. Je vais demander, Anna, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent là où tu étais il y a quelques années, dans cette lutte interne, en fait. C'est toi, mais aussi les traditions, les valeurs et tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors moi, j'aimerais vous dire que si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous pouvez déjà nous contacter toutes les deux, si c'est possible. Je sais pas, Ania, je sais que tu es très occupée. Oui, mais c'est toujours possible de me contacter. Toujours un mail, oui. Voilà, mais toujours, voilà, peut-être par mail, ou déjà juste de pouvoir le dire. Déjà, c'est une étape très importante, de pouvoir se libérer et aussi se reconstruire. Donc, libérer d'abord la parole, parce qu'on ne peut pas se libérer forcément du poids de la communauté tout de suite. Enfin, c'est un cheminement, mais d'abord pouvoir dire les choses. Sachez qu'on vous croit et qu'il n'y a pas de petits traumas, il n'y a pas de petites agressions. Chaque trauma est vécu différemment par chacun, et ça c'est très important de le savoir. C'est-à-dire on ne peut pas prendre un trauma et dire non mais ça c'est pas grand chose par rapport à telle ou telle personne. Sachez que votre histoire elle est importante,
Si vous pouvez vous faire accompagner, c'est bien aussi. Porter plainte, c'est un choix. Mais en tout cas, prendre soin de soi, ça, c'est essentiel. Pour ne pas rester dans cet état peut-être de tristesse ou de mal-être et de secret. Et, en fait, vous n'allez pas à avoir honte. C'est vous qui avez vécu le trauma. Et choisissez aussi bien la personne à qui vous le dites. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours en parler avec tout le monde. Et une dernière chose par rapport à la communauté. Forcément, c'est vrai qu'il faut bien s'entourer parce que quand on parle dans une communauté, forcément, il y a des répercussions plus ou moins, des fois un peu plus lourdes que dans d'autres communautés. Donc sachez bien vous entourer et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci Anna pour le partage de ton histoire. Et puis, merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, parce que je découvre aujourd'hui, tu vois, je connaissais ton histoire dans les grandes lignes, mais je découvre avec toi, tu vois, en même temps que les personnes qui nous écoutent. Donc, ça me touche d'accueillir ton témoignage et voilà, ton parcours et comment toi, tu as évolué en fait. C'est ça qui est beau, c'est ça qui me passionne en fait, voir l'évolution et comment on se transforme à travers tout ça. Donc, je t'avoue que même moi, j'ai eu ce moment-là comme ça, comme si on faisait une accélération de ma vie là. Oui, c'est ça. Et je peux me dire, waouh, franchement, t'as eu du courage. Alors c'est vrai que j'ai été entourée, et donc ça c'est vrai aussi que c'est important. Et ouais, ça m'émeut aussi de partager cette histoire. Je me mets un petit peu à nul avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que tu partages ton histoire. Je suis honorée que tu libères ta parole et que tu partages ton histoire avec moi en fait et les personnes qui nous écoutent. Merci infiniment. Je me sens en confiance avec toi et je pense que ça c'est important aussi. Quand on a été justement, notre confiance a été abusée, je pense que ça c'est très important de choisir quelqu'un avec qui on est en confiance. C'est vrai. Et ça c'est vraiment la base, de se sentir en confiance et en sécurité avec la personne qui nous accompagne. Merci infiniment, Anna. Merci à toi, Anna. À bientôt. Merci, au revoir.